Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres du journal à la une de l'actualité tête à tête ce mercredi 11 mai entre Augustin Matata Ponyo et Martin Fayulu. Les échanges ont tourné autour de l'actualité politique et sur le bloc patriotique mis en place pour obtenir des réformes consensuelles avant les élections de 2023. Et puis, divergence d'opinion entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu autour de leur participation ou non au bloc patriotique. Prince Epenge, un des communicateurs de la Mouka, indique que cela n'est rien d'autre que l'expression de la démocratie, alors que Maître Ngoma du Nouvel Élan dit non à la participation des Muzito à la messe noire, dont certains acteurs jouent soit au double jeu ou soit qui drainent derrière eux un bilan négatif. Enfin, pas de reprise ce mercredi 11 mai du procès Caméré dont le dossier son jour à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon les informations reçues du greffier, le dossier n'a pas encore été envoyé à la cour. Sur place, quelques cadres et militants de l'UNC ainsi que certains participants qui ont fait le déplacement du palais de la justice restent totalement convaincus de l'acquittement de leur leader. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a plaidé ce mercredi 11 mai pour une réforme profonde du secteur de la sécurité en RDC, mais aussi pour un assainissement sérieux des forces de sécurité et de défense congolaises. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, Denis Mukwege affirme que des réformes qui sont indispensables à tout effort visant à la sécurisation du pays et de sa population. Il a émis des inquiétudes quant à l'augmentation des violations des droits humains ainsi que le nombre croissant des victimes parmi la population civile dans la province en conflit sous état de siège. Je le disais dans les titres annoncés pour ce mercredi 11 mai 2022, le procès Caméré et consorts n'a pas repris à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon les informations reçues du greffier, le dossier n'a pas encore été envoyé à la cour. Sur place, quelques cadres et militants de l'UNC ainsi que certains partisans qui ont fait le déplacement du palais de la justice ont été surpris. Malgré la non-tenue de ce procès, ils ont montré leur détermination à soutenir jusqu'au bout leur leader Vital Kamerhe. Ils sont totalement convaincus qu'il sera acquitté par la justice. Suivez ce reportage de Krioni Kibungu. Je suis venu, je sais qu'il y a acquittement. Donc le fait que, je peux dire que c'est un peu retardé, mais il y a acquittement. Nous avons confiance, le président Félix, son excellence, avait confiance à la justice. Bissopet a confiance, il y a justice wana. Tête à tête ce mercredi 11 mai entre Augustin Matata Ponyo et Martin Fayulu, ces deux personnalités de l'opposition ont échangé sur les enjeux de l'heure pour l'ancien Premier ministre. Cette visite qui a commencé par ce grand animateur de l'opposition s'étendra à tous les mouvements citoyens et laïcs. Deborah Wamba nous en parle. Aussitôt investi candidat aux élections présidentielles de 2023 par le premier congrès de son parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, Augustin Matata Ponyo a entamé ce mercredi 11 mai une visite importante de tous les grands animateurs de l'opposition politique. Première étape, Martin Fayulu de la Mouka est candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. L'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a expliquer ou sortir de cette rencontre l'essence qu'il accorde à cette visite. De prise de contact, et comme vous savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayulu est un des responsables donc, de l'opposition.
Face à la position stratégique que développe le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les opposants n'ont qu'à faire un front pour tenter de contourner celui qui considère comme ennemi commun. Wait and see. Coup de projecteur sur le bloc patriotique, des divergences d'opinion entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu autour de leur participation ou non au bloc patriotique n'est rien d'autre que l'expression de la démocratie, propos des Prince Epenge, communicateur de la Mouka, alors que Maître Ngoma du Nouvel Élan dit non à la participation des Muzito à la messe noire, dont certains acteurs soit jouent au double jeu, soit les bilans de leur gestion a été largement négatif. Le reportage de Gilles Billet rendu ici par Bienvenue Yaï. Peut-on parler de divergences de vues ou d'un début d'une guerre froide entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu au sujet de leur participation au bloc patriotique? L'opinion est divisée autour de la question. Pour Prince Epenge, communicateur de la Mouka, les rapprochements entre les deux leaders ne posent aucunement problème. Il s'agit sans doute de l'expression démocratique. Les relations entre le président et Martin Fayulu et Adolphe Muzito ne posent aucun problème. À ce jour, un parti politique, une plateforme politique incomparable à un corps humain. Au sein de la Mouka, nous encourageons les débats internes, la liberté des tons, la liberté d'opinion. C'est ça la démocratie chez nous. À la question de savoir pourquoi la Mouka compose-t-il avec l'ECC et l'Église catholique, FCC et Ensemble pour la République, Prince Epenge se fonde sur l'article 64 de la Constitution. L'article 64 nous recommande que tout Congolais fasse échec à ceux-là qui veulent mettre la patrie en danger de manière inutile. Et c'est pour cela que le bloc patriotique, mais l'idée de défendre la patrie coûte que coûte a été pris. Tout celui qui est Congolais, je dis bien tout celui qui est Congolais, n'importe sa tendance politique, qui pense qu'aujourd'hui, M. Mbosso, dans sa logique de voir la caravane passe, qui veut passer en force avec la loi électorale, est un véritable danger pour la nation. Tout celui-là qui viendra, nous allons marcher avec lui. Par ailleurs, le nouvel élan d'Adolphe Muzito par la voix de Maître Ngoma dit ne pas reconnaître le bloc patriotique. Muzito prend distance à cause de la participation des forces sociales qui ne jouent pas franc jeu et le FCC dont le bilan est négatif. Moi, nouvel élan, je ne reconnais pas le bloc patriotique parce que le bloc patriotique n'est ni fondement, n'a pas de contenu. Et quand il faut parler du bloc patriotique, nous allons marcher avec qui au sein de ces blocs? Parce que devant nous, la situation que nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une situation créée par M. Kabila. Et donc, je vais vous faire ici, je vais brosser ici un tableau, vous démontrant les voleurs et les receleurs. Qui est les voleurs? Les voleurs ici, c'est Kabila, qui a boutiqué les résultats des élections de 2018. Et les receleurs, c'est qui? Les receleurs, c'est M. Félix-Antoine Tshilombo, qui a accepté l'offre venant de Kabila, qui a boutiqué le résultat des élections et a volé le pouvoir, la victoire du peuple, hold-up électoral, et voilà, il va le donner à messieurs. Donc voilà, M. Félix-Antoine Tshilombo. Adolphe Muzito reste catégorique. Il s'agit des forces vives politiques et non du bloc patriotique. Il est favorable au consensus autour des réformes de la loi électorale, car aller aux élections dont le format actuel est un piège pour le scrutin 2023. Aller aux élections dans ce climat ici, mon cher ami, je vais vous dire, c'est déjà le décollage qui est mal, le taxi est mal négocié, et donc le décollage sera catastrophique. Raison pour laquelle nous appelons à un large consensus. Et large consensus, je dis merci à nos pères de l'Église qui ont attendu, donc voilà, le son des cloches provenant de la Mouka qui insiste large consensus. Mais je sais que vous serez tentés de nous dire, voilà, le cadre institutionnel est là. Il y a le Parlement, il y a la CENI, et le Parlement, c'est le cadre par excellence où il faut aller dialoguer, il faut aller parler. Mais je vais vous dire que même ces parlements n'inspirent pas confiance. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons de quelle manière citoyen Mbosso est arrivé à la tête de ces parlements. Maître Ngoma a précisé que le nouvel élan n'étendra jamais main à Joseph Kabila.
Le dossier de la rédaction de ce jour est consacré à l'évaluation de l'état des sièges et à l'union sacrée de la nation. Un échec ou une réussite, est-ce une carte ratée pour Félix-Antoine Tshisekedi, compte social du côté des agents et fonctionnaires de l'État, délabrement des infrastructures routières, hausse des prix sur les marchés des biens et services, tâtonnement dans la gestion de l'état des sièges, des attaques contre la population civile. Voilà autant des défis non relevés jusqu'ici. Et bienvenue à s'est penché sur la question. La mise en œuvre de l'union sacrée de la nation et de l'état des sièges demeure deux grandes décisions politiques prises et annoncées avec tambour par les chefs de l'État après rupture avec la coalition politique FCC-KH. Si dans les premiers cas, l'intention de Félix Tshisekedi Tshilombo était de se débarrasser de son allié FCC en vue de matérialiser sa vision en faveur du social des Congolais, dans le second, c'est-à-dire dans l'état des sièges, la démarche est de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, notamment en Ituri et au nord Kivu. Nous avions demandé à ce que l'on puisse requalifier l'état de siège, que l'autorité militaire puisse se concentrer, se focaliser vers les zones de tension, comme à Beni, à Djougou, à Mahagi, et qu'on laisse l'administration civile au niveau de villes où il y a la calmie, comme ici à Goma. Je crois que ces différentes propositions, nous allons sériner cela et nous espérons trouver finalement gain de cause pour que l'on applique, que le gouvernement applique toutes ces résolutions, ces recommandations issues de la Commission Défense et Sécurité. L'impression qui se dégage au sein de l'opinion générale est celle d'un échec, lequel échec est justifié par le Front social qui se dresse d'ores et déjà contre le gouvernement de la République et l'appel à la fin de l'état des sièges. M. Jean Bamanissa, ancien gouverneur de l'Ituri, donne ses avis et considérations en rapport avec les morts-nés qui est l'état des sièges. L'état de siège, aujourd'hui, à mon sens, elle doit connaître une période transitionnelle. Et la période transitionnelle devrait commencer, par exemple, à réintégrer les ministres provinciaux. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un général militaire avec son vice-gouverneur militaire et un petit cabinet qui peuvent gérer toute l'administration d'une province. Il y a des dossiers qui les dépassent et qui leur donnent peut-être plus le temps de pouvoir gérer les opérations pour lesquelles ils sont là. Et donc la première des choses, ce serait de remettre le fonctionnement normal par rapport à la Constitution. Les gouverneurs, pour moi, et vice-gouverneurs, depuis le début, c'est ce que je disais, devaient être en veilleuse, mais à la disposition du Premier ministre et du chef de l'État pour des missions spécifiques, mais pas de s'asseoir à ne rien faire. Parce qu'on a la connaissance. Et je vous dis, par exemple, moi, je n'ai pas été sollicité pour donner tous les éléments que j'avais. Et moi, ces éléments, je ne peux pas les donner non plus à n'importe qui. Je ne les ai pas laissés à l'huissier de mon bureau. Il y avait des choses peut-être que même mon vice-gouverneur n'avait pas, et que mes conseillers, mes ministres même de l'Intérieur n'avaient pas, et d'autres que même certaines autres autorités sécuritaires n'avaient pas. Donc, les autorités civiles ont toujours leur rôle, que ce soit au Nord Kivu ou en Ituri, à jouer. Et nous devons avoir cette période transitionnelle pour revenir après avec une mission bien spécifique qui doit être donnée à l'état de siège, parce que la mission doit être définie dans le temps et avec les moyens et avec une programmation d'exécution et de désengagement. Parce qu'il faut aussi préparer les désengagements de l'administration militaire sur l'administration civile, sur la justice, sur le fonctionnement des entités. Et donc, ça demande une planification et les choses ne doivent pas être faites comme ça tout simplement. On donne une prérogative et puis les gouvernants militaires doivent se débrouiller avec ça. Mais finalement, s'ils n'ont pas tous les outils, ils ne vont pas arriver à des résultats qu'on attend. Mais nous continuons à soutenir que les actions doivent être faites. Il faut un accompagnement. De son côté, Prince Epenge, communicateur de la Mouka, fustige les propos de Félix Tshisekedi lors de son adresse à la diaspora congolaise d'Abidjan.
C'est lundi 9 mai 2022. Le chef de l'État avait déclaré que, concernant la sécurité, l'armée y est pour quelque chose dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Notre police aussi favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Il faut qu'on remette de l'ordre. Fin de citation. Réaction des princes épingués à propos. Le chef de l'État d'un pays peut aller à l'étranger, en Côte d'Ivoire, devant les Congolais de la diaspora, et accuser sa propre police nationale et son propre armée d'être à la base de l'insécurité à l'Est. Et pourtant, c'est lui qui a né les combattants en chef. Et pourtant, quand il a décrété l'état de siège, il comptait sur les mêmes policiers et sur les mêmes militaires pour mettre fin à l'insécurité. Mais aujourd'hui, Félix accuse les militaires et les policiers d'être à la base. Donc, on ne peut pas vilipender ces militaires et les commissaires qu'on paye mal, les policiers qu'on paye mal, et on voudrait les accuser en plus d'être complices des massacres. Donc, nous pensons qu'il faut un bon leadership à la tête de l'État. Et pour cela, la MOUCA a une large responsabilité. Nous n'allons pas baisser la clignote, nous connaissons la responsabilité, c'est celui de sauver la nation. Et au sein de la MOUCA, nous sommes conscients de cela. Amnesty International, à son tour, à l'instar d'autres, exige la levée de l'état de siège, qui jusqu'à ce jour n'a produit aucun résultat. Voici les 10 raisons qui expliquent l'échec de l'état de siège dans les provinces concernées. L'impréparation, les déficits dans la planification, l'absence du principe de redevabilité, l'absence du mécanisme contraignant de suivi et d'évaluation, l'absence d'un cadre de concertation civilo-militaire, l'absence de coordination d'action et mécanismes conjoints de vérification entre acteurs, les retards d'action en justice qui accompagnent efficacement les opérations, l'absence du plan de sortie, l'absence d'empathie nationale et l'absence du réalisme et du déterminisme. À propos des réalisations du gouvernement Sama Lukonde, dont les ministres étaient vantés des warriors, quelques Quinois et Quinois se sont exprimés. Merci. Premièrement, nous disons merci au chef de l'État pour l'initiative de décréter l'état de siège. Ça fait plus de 2 décennies qu'il y a des attaques à l'est du pays. Le gouvernement d'avant et les autochtones sabotaient les actions des institutions. À cause de cela, le chef de l'État et le gouvernement s'étaient décidés de décréter l'état de siège et aujourd'hui, nous réjouissons de cela. C'est une réussite. Le bilan est vraiment positif. Depuis que le président de la République a décrété l'état de siège, nous avons vu beaucoup de nos provinces récupérées à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu que les rebelles, les M23 et les autres sont en train d'être éradiqués. D'autres se rendent eux-mêmes. Donc il y a réussite par rapport à cet état de siège. Tout ça n'est qu'une aventure. Depuis que cela a été décrété, nous avons constaté les avantages. Ce sont des choses qui nous distraient. Ce sont des politiques qui alimentent cette guerre et se connaissent mieux entre eux. Pour l'état de siège, c'est un échec total, car la guerre continue et les atrocités se multiplient encore. Les mêmes choses se répètent. Si l'état de siège était une réussite, on parlerait d'autre chose à présent. On ne parlerait plus de toutes ces atrocités. Donc c'est vraiment un échec. Avec ce tableau sombre, peut-on dire que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est dans les bons? Non, s'il est commun des mortels et consciencieux. Et puis, en marge de la COP 15, la distinguée première dame de la République participe à la 2e édition du caucus sur le genre. Cet événement de haut niveau est axé sur les thèmes terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère. Les assises sont présidées par la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La suite en images. Plusieurs autres hautes personnalités ont pris part à ce forum, parmi lesquelles la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi. Cette rencontre des hauts niveaux se fixe pour objectif d'attirer l'attention des décideurs sur les impacts néfastes de la sécheresse, de la dégradation des terres et de la désertification sur le genre. Actrice de premier plan dans le domaine de l'agriculture, la femme est la première à subir les conséquences néfastes de la désertification.
Pour Denise Nyakero Tshisekedi, le combat de la femme rurale est le même en Afrique. La femme représente la moitié de la main-d'œuvre agricole et détient que 18% des titres fonciers en Afrique subsaharienne. Les femmes représentent plusieurs maillons de la chaîne agricole. Elles représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne, par exemple, et cependant, elles ne détiennent que 18% des titres fonciers et de par leur faible statut social manquent de protection dans les zones où elles travaillent. Elles sont donc les premières à subir les impacts de la désertification. Je tiens ici à féliciter les organisateurs qui ont pensé insérer cette question si cruciale au cours de cette deuxième édition. En effet, je me tiens ici comme porte-voix de toutes ces femmes qui, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique subsaharienne et dans les zones rurales, subissent en première ligne les conséquences de ce phénomène. Cette rencontre est une occasion de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour que cette femme bénéficie d'un soutien. La pauvreté, qui a un visage beaucoup plus féminin, doit être combattue avec méthode et l'accompagnement des pouvoirs publics. Ces travaux déboucheront sur une déclaration d'Abidjan invitant certainement les Nations Unies, les gouvernements des pays du monde à intégrer la dimension genre dans ce combat contre la désertification. Direction la Commission électorale nationale indépendante entre Corneille Nangaa et l'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Il n'y a qu'un pas. Les assemblées provinciales sont devenues l'épicentre de la corruption. Les élus provinciaux se font corrompre pour élire les gouverneurs des provinces et sénateurs. Bienvenue à s'est penché sur la question. La corruption à grande échelle est souvent signalée au niveau des assemblées provinciales. Les grands électeurs se font corrompre avec des sommes sonnantes, allusion faite à la réaction de Diomi Ndongala sur l'élection des gouverneurs au Congo central ce 6 mai 2022. Le candidat malheureux Diomi Ndongala a saisi la cour d'appel du Congo central pour dénoncer une vaste opération de corruption des élus provinciaux. Une corruption généralisée où les députés ont été achetés après avoir été réduits dans la mendicité à coût de centaines de milliers de dollars. Il y a des candidats qui ont proposé plus de 100 000 dollars à chaque député. C'est inadmissible si on ne trouve pas une solution politique à cette situation où on veut humilier les leaders Congo. Moi, un long, pour des intérêts égoïstes, nous allons mettre fin à cette situation d'imbroglio. Et nous allons amener la population à réagir quant à cette injustice. Inacceptable. Un comportement jadis décrié sous les mandats de Corneille Nangaa et bien d'autres. Denis Kadima, vanté et soutenu par une certaine opinion, risque de suivre les pas de ses prédécesseurs avec la corruption à ciel ouvert. Au chapitre de l'éducation, accusé de détournement de 16 millions de dollars destinés au test national des fins d'études primaires de l'édition 2020-2021, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, et celui des finances, Nicolas Kazadi, ont été auditionnés le lundi 9 mai 2022 par la commission permanente socio-culturelle et ECOFIN de l'Assemblée nationale. Après l'audition, le ministre Tony Mwaba indique que les explications fournies aux élus du peuple permettront de clore tout malentendu sur le dossier. Le reportage de Deborah Wamba. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, et celui des finances, Nicolas Kazadi, ont été auditionnés ce lundi 9 mai 2022 par la commission permanente socio-culturelle, économique et finances de l'Assemblée nationale sur le présumé détournement de 16 millions de dollars américains du test national des fins d'études primaires, édition 2020-2021. Après l'audition, le ministre Mwaba a indiqué que les explications fournies aux élus du peuple permettront d'éclore tout malentendu sur ces dossiers. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021.
Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021. M. Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu des détournement de 16 millions. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP, édition 2020, édition 2021, et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Tony Mwaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit satisfait de cette procédure d'inspection qui lui permet d'éclairer la lanterne sur le non-paiement de la prime aux intervenants du TENAFEP édition 2020-2021. Selon lui, les explications fournies aux élus du peuple permettront de clôturer ces débats qui a longtemps jeté le discrédit sur gestion du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ces intervenants dans la chaîne de la dépense de venir s'expliquer à l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Pour rappel, il y a près de 9 mois que le ministre Tony Mwaba s'est déterminé à laver son honneur concernant cette affaire de détournement des fonds du TENAFEP. On va parler santé. L'Assemblée générale du Fonds mondial se tiendra du 11 au 14 mai 2022 à Genève en Suisse. Les délégués de plusieurs pays y prendront part. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, va également y participer en sa qualité d'administrateur titulaire du Fonds mondial pour la région de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Tête à tête ce mercredi 11 mai, entre Augustin Matata Pogno et Martin Fayoulou, les échanges ont tourné autour de l'actualité politique et sur le bloc patriotique mis en place pour obtenir des réformes consensuelles avant les élections de 2023 et puis divergence d'opinion entre Adolphe Muzito et Martin Fayoulou autour de leur participation ou non au bloc patriotique. Prince Pengue, un des communicateurs de la Mouka, indique que cela n'est rien d'autre que l'expression de la démocratie, alors que Maître Ngoma du Nouvel Élan dit non à la participation des Muzito à la messe noire, dont certains acteurs jouent soit au double jeu ou soit qui drainent derrière eux un bilan négatif. Enfin, pas de reprise ce mercredi 11 mai du procès Caméré dont le dossier 100 jours à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Selon les informations reçues du greffier, le dossier n'a pas encore été envoyé à la cour. Sur place, quelques cadres et militants de l'INC ainsi que certains partisans qui ont fait le déplacement du palais de la justice restent totalement convaincus de l'acquittement de leur leader. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.